On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la hausse de taxes de 2,8 à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais d'abord, ça, c'est une très grande nouvelle qui est très, très attendue. Et non, ce n'est pas une blague. Cinéma Guzzo, ça rouvre à Saint-Jean cette semaine. Alors voilà, c'est vrai, c'est la bonne. C'est dans quelques jours à peine où le cinéma Guzzo à Saint-Jean-sur-Richelieu va officiellement ouvrir. On rejoint dans son quartier général le président des cinémas Guzzo, Vincent Guzzo. Bonjour et bienvenue. Comment ça va? Ça va très bien. Là, est-ce qu'on y croit pour le vrai, là? Ben, quand il croit, on y croit pas. C'est mercredi, là. C'est officiellement, tout le monde a été invité, la mairesse, le conseil, un paquet de journalistes. Donc, on ferait un petit peu rire de nous si on n'ouvrirait pas, là. Mais est-ce que c'est le projet qui vous a donné, disons, le plus de fil à retordre dans l'histoire des cinémas Guzzo? On va dire que c'est le projet inattendu. Tous les problèmes de ce projet-là étaient inattendus. Du début de la construction en 2018 jusqu'en mars 2020 et depuis, c'est l'enfer. Mais ça, c'est la COVID, là. Ça, c'est pas la faute à personne. C'est la COVID qui nous a challengés à tous les niveaux. Si on fait un court résumé, bon, mis à part l'épisode de COVID qu'on connaît, évidemment, mais de l'annonce, puis je pense qu'au début, il y avait un enjeu avec le terrain ou je ne sais trop, mais qu'est-ce qui fait que ça a retardé au début, avant la COVID? Le gros du retard était qu'on avait choisi, pour être un bon citoyen corporatif, d'engager du monde, des sous-traitants locaux seulement. Le problème, c'est que, vous savez, quand on nous connaît, ben on essaye un petit peu moins de faire le rigolo avec nous, là. Voulant dire que quand j'ai dû me faire expliquer par quelqu'un, un sous-traitant du coin, qu'il fallait utiliser du dynamitage pour enlever le roc qui était à 3 pieds, 4 pieds, j'ai dû donner un cours d'ingénierie à certaines personnes et leur expliquer que le problème, c'est pas le roc, parce que si on peut s'asseoir sur le roc, c'est la meilleure chose pour stabiliser une bâtisse. Et donc, c'est là qu'on a perdu, je dirais, une couple de mois. Et là, je me suis tanné. Puis là, je me suis dit, tu sais quoi, on va faire comme on a fait avant. On va prendre nos sous-traitants qu'on connaît. Malheureusement, certains étaient hors de la région, mais on a quand même gardé du monde du coin. Donc, la structure de métal a été faite par Simcon, qui est une compagnie du coin. Et tout ça. Donc, il y a eu aussi le fait que ça faisait quand même, je vous dirais, 13 ans qu'on n'avait pas fait de construction neuve de cinéma. Donc, et donc là, il fallait aussi se remettre à jour au niveau des coûtants et tout ça. Là, il y avait des coûtants qui faisaient pas de sens pour moi. Et en effet, pas pour dire que j'ai toujours raison, mais j'avais raison. Il y a des coûtants qui étaient exagérés. Je pense que tout le monde a voulu prendre avantage, mais on a dû prendre notre temps pour éviter ça. Bon, arrive évidemment l'épisode de la COVID où là, évidemment, ça a été fermé sur de très, 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 très longues séquences. Et l'après-COVID, pénurie de main-d'œuvre, pénurie de matériaux. Donc là aussi, vous avez écopé un peu à cause du phénomène d'après-COVID, là. Oui, puis non, je vais vous expliquer. C'est pas vraiment un problème de matériel, parce que les matériels, on les avait, donc il n'y avait pas un problème à ce niveau-là. Le vrai problème était, est-ce qu'on finit un cinéma? Est-ce qu'on dépense 3, 4, 5 millions additionnels en pleine COVID pour finir un cinéma qui doit rester fermé parce que M. le Premier ministre a décidé qu'il ne voulait pas de popcorn ou parce que quelque chose était dangereux, etc., etc., etc. Donc, on a fait le choix prudent qui était de ralentir la construction aussi longtemps qu'on n'avait pas une date claire ou bien une situation claire. Et nonobstant le fait qu'encore aujourd'hui, quelqu'un pourrait me dire, mais M. Guzzo, vous prenez une chance. Et oui, on prend une chance parce que on ne le sait pas, là. Si on se fie au dire du vaccin, on est vacciné, donc il ne devrait pas avoir de danger avec le nouveau variant. Mais est-ce que ça va faire paniquer le monde? Est-ce qu'il va y avoir une surcharge des hôpitaux? Donc, on pourrait très bien avoir ouvert un cinéma pour le refermer, là.
Mais depuis la réouverture des cinémas, dans vos autres cinémas, avez-vous senti une reprise quasi normale de la clientèle ou c'est pas encore revenu comme avant? Normal est un gros mot parce que nous, qu'est-ce qu'on a dû faire? C'est comparer à 2019 semaine par semaine. Et on a été de la première semaine qu'on a réouvert à la fin mai, qui était 7 du chiffre d'affaires, versus la semaine du Thanksgiving américain, on était à 108 donc 8 plus que 2019. Donc, on avait surpassé le 2019. Donc, mais là, on est revenu à 75-80 Mais c'est des hauts et des bas qu'on est habitué dans les cinémas. Mais il va falloir quand même moyenner. Les Anglais disent « tread lightly », comme avant d'annoncer victoire, il va falloir bien s'assurer que tout repart comme du monde. Vous savez, dans le milieu du cinéma, on est victime un petit peu aussi de notre voisin. Hein? C'est lui qui décide les dates de sortie des films et donc, des fois, il faut retarder pour se matcher à lui. Parce que je vous ai souvent entendu dire que vous vouliez ouvrir le cinéma dans une période propice à l'ouverture d'un cinéma quand il y a des gros films en sortie. Vous me corrigerez, mais de ce que je comprends, là, on va rouvrir le cinéma cette semaine, mais il reste encore quoi? L'équivalent d'être un mois de travaux encore à faire du fine-tuning qu'on doit faire à l'intérieur? Bon, non, disons, il reste qu'est-ce qu'on appelle des éléments de finition qui me tapent sur les nerfs toujours, là, les coins de colonne, là, mettons. Vous savez, les coins protecteurs pour s'assurer que comment je pourrais dire, que la céramique ne se fasse pas endommager sur les coins qui doivent être installés. Il y a de la tapisserie qui manque donc, on a peinturé des murets noirs, même si c'est une tapisserie acoustique qui doit aller là. Et donc, ça va se faire dans les prochaines semaines au retour des vacances de construction. Il va y avoir juste 9 salles d'ouvertes sur 12. Il y a 3 salles qui ne vont pas être ouvertes. Une, c'est la salle primaire IMAX, qui ne va pas être prête. Et 2, il y a un débat encore entre moi et IMAX. C'est est-ce qu'on doit avoir une salle IMAX ou 2 salles IMAX dans ce cinéma-là? Parce que est-ce que le cinéma est un cinéma unilingue français ou est-ce qu'il y a un marché bilingue suffisant pour justifier 2 écrans ou pas en IMAX comme tel? OK. Donc, il y a encore du fignolage à faire, là, mais disons que la construction, qu'est-ce qu'on appellerait de la grosse construction? Ça, c'est fini, ça fait longtemps. Ouais. Qu'est-ce qui nous reste? C'est de la petite finition ici et là. Exemple, les autotamponneuses ne vont pas être là, physiquement. La salle de jeu d'arcade, comme on appellerait, elle va être à peu près à 30 parce que les machines sont dans des bateaux en direction du port de Montréal. Et ça, là. Donc, il y a des retards sur certaines choses. Oui. OK, mais pas assez quand même pour ouvrir. Donc, on peut quand même ouvrir cette semaine, même s'il y a encore des petites affaires à compléter. Dites-moi, des cinémas IMAX dans la vaste majorité des cinémas Guzzo, est-ce que vous en avez pas mal partout? J'en ai à Marché Central, Taschereau, Terrebonne, Pont-Viau, Deux-Montagnes, DDO. Je pense qu'il y a 1, 2, 3 cinémas qui n'ont pas sur 9. Donc, avec celui-là, ça va faire 10 cinémas, puis il va en avoir théoriquement 7 sur 10 qui vont avoir des salles IMAX. Et on est les seuls à avoir des doubles écrans IMAX. Et Terrebonne, prenons l'exemple du cinéma de Terrebonne, est le seul qui est unilingue français avec 2 salles IMAX. Quand même. Ah oui, quand même. Ouais. Dites-moi, si on remonte en arrière, là, qu'est-ce qui vous a convaincu d'implanter un cinéma Guzzo à Saint-Jean? Ah, c'était un marché. Écoutez, moi, j'ai un fils, 2 fils même, qui ont été à l'école au New Hampshire, à St. Paul's, Concord, New Hampshire. Par conséquent, je passais par là souvent et le propriétaire immobilier, M. Bertoni, était une connaissance. Et donc, souvent, il cognait à la porte là, pour savoir si on voulait ouvrir. Nous, on avait dans la mire notre projet à Laval, sur l'autoroute 13, comme priorité avant Saint-Jean, mais disons que avec les démêlés politiques qu'il y a eu à Laval, il y a eu une complication au niveau d'avoir des permis et de partir cette construction-là. Donc, on s'est dit, tu sais quoi, on nous invite dans le coin, on va aller faire une analyse. En analysant le marché, on a remarqué que c'est un marché qui est très semblable à Terrebonne. Je pense que c'est des villes sœurs ou quoi, là. Je
Par conséquent, Terrebonne est un de nos meilleurs sites. Et donc, on a pensé que ça valait la peine de mettre ça sur Mais il y a eu un accroissement de population et c'est pas terminé là, dans le cas de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis il s'est passé quelque chose de particulier parce que, bon, il y avait 25 ans, on allait évidemment au centre-ville ici, dans le Vieux-Saint-Jean, au cinéma, mais rapidement, les gens sont allés vers le 10-30. Mais là, le 10-30 est rendu aussi congestionné que Montréal. Donc, les gens de Saint-Jean ont moins de plaisir à se déplacer à Brossard. Êtes-vous quand même surpris que Odéon ait décidé de continuer ses activités dans le Vieux-Saint-Jean en réinvestissant, achetant la bâtisse, puis en mettant des espèces de gros fauteuils? Tout le monde est un peu surpris de cette décision-là. Mais vous, ça vous dérange pas trop? Non, moi, je pense que, vous savez, ça ne serait pas la première fois qu'une grosse compagnie devient têtue. Ils ont fait la même chose avec le cinéma au Mail-Champlain et ils l'ont fermé 3 ans après avec le Tachereau qui est venu. Il faut se rappeler que c'est une question de synergie, puis c'est une question d'offre au niveau du marché. Là. Est-ce que 7 salles ou 6 salles de cinéma avec 500 places est assez pour desservir un marché de 125 000 habitants dans le Grand Saint-Jean? Est-ce que c'est juste que le monde doit aller 33 kilomètres plus loin pour aller au 10-30? Il faut se rappeler que il y a eu un petit coup d'opportunisme de la part de Cinéplex qui disait, écoute, si on rénove pas le cinéma puis on n'agrandit pas le cinéma, le monde va être obligé d'aller au 10-30. Donc, on vient Un autre mot, le monde ne le réalise pas, mais le cinéma qui va peut-être subir le plus gros impact va être moins peut-être le cinéma du vieux Saint-Jean versus le 10-30, qui va se trouver que le monde de Saint-Jean n'aura plus besoin d'aller au 10-30 et se taper 33 km. Là. Et si on veut utiliser le service en commun, on peut le faire à Saint-Jean, on ne peut pas le faire pour aller jusqu'au 10-30. Dernière question. Un cinéma Guzzo, qu'est-ce que ça a de particulier pour le public là, qui va rentrer dans le cinéma dans les prochains jours? Ben, qu'est-ce que ça a de particulier? C'est que, vous savez, on est quand même un des cinémas qui ont inventé les grands bancs de 24 pouces de large. Ouais, le monde se disait toujours, mais pourquoi vous avez pensé à ça? J'ai dit, vous rappelez pas de moi quand je pesais 325 livres. Là j'ai perdu 125 livres. Donc, là, je flotte dans un banc de 24 pouces, mais avant, je flottais pas dans des bancs de 17. Donc, j'étais serré. Donc, j'ai pensé à moi-même, disons. Mais on a aussi, nous, contrairement à nos compétiteurs, on n'a pas misé beaucoup sur le volet nourriture parce qu'on s'est dit, des restaurants, il y en a partout. Il y en a beaucoup qui se mettent autour des cinémas et à chacun son talent, disons. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé sur le volet d'arcade, de jeux. Donc, vous savez, on a un carrousel, on va avoir des autotamponneuses, on va avoir presque 10 000 pieds carrés d'arcade, que là, ça va ouvrir comme une arcade et ça va devenir qu'est-ce qu'on appelle en anglais un redemption. Donc, on pourra, comme quand on va à une foire, gagner des billets pour échanger ça pour des prix, etc., etc. Donc, ça va devenir quelque chose de familial. L'autre chose qu'on a, c'est que nos arcades, nous, on insiste de ne pas les ouvrir au grand public. On les ouvre juste pour notre clientèle. Donc, le but de nos arcades, c'est de permettre aux mères, aux pères d'y aller avec leurs enfants en toute quiétude, sans se dire hey, qui va flâner là, qui va nous déranger là. T'sais, aller dans une arcade reste que c'est un petit peu comme sortir dans un club. Là. Le monde dit qu'il y a trop de flânage là. C'est pas sécuritaire. Donc, nous, on a amené ce volet-là. Et c'est toujours le volet entertainment et amusement que nous, on regarde et pas nécessairement le volet nourriture. Bien, merci infiniment. Bonne chance pour ce nouveau projet. Évidemment, on va aller faire un tour dans les prochains jours. Et je pense qu'on va finir par découvrir ce nouveau cinéma qui était, disons, tant attendu depuis plusieurs années. Merci beaucoup. Merci à vous. Reste avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, après Chanel numéro 5, et voici conseiller numéro 5. Sébastien Godette, conseiller municipal du district 5, qui nous parle d'Ec-Hockey et H-Urbaine. Manquez pas ça. Mesdames
et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge Hébert. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télé-bingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du Télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Période de l'année où les municipalités adoptent leur budget pour la prochaine année, l'année 2022. En même temps, on arrive à peine là, d'une élection municipale, nouveau conseil, mais il faut quand même rapidement adopter le budget. Bon, vous le savez, l'an passé, à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a eu un congé de taxes. La mairesse Bouchard elle-même a dit, écoutez, c'était une année électorale, visiblement, puis bon, le conseil avait fait le choix de ne pas augmenter les taxes, sauf qu'en même temps, ce qu'on a augmenté l'année passée, qu'on a remboursé avec le surplus, bien là, cette année, il apparaît. Donc, ultimement, on arrive avec une augmentation réelle de 2,8 Question de décortiquer un peu le budget avec nous. Elle est conseillère, mais aussi présidente du comité des finances, Claire Charbonneau. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Au final, ça va augmenter de 2,8 Oui, mais il faut considérer que 1 dans les matières résiduelles, plus 0,2 d'augmentation des matières résiduelles. Fait que ça empiète beaucoup sur le budget, ça. Fait que, au final, en fin de compte, c'est 1,8. Parce que l'année passée, on a donné congé du 27 de matières résiduelles. On est allé chercher dans les surplus, mais là, cette année, il apparaît. Puis il y a eu une augmentation aussi de 6 fait qu'on se ramasse à 33 de l'apport. Donc, c'est principalement la collecte des matières qui vient, disons, impacter l'augmentation avec le compostage. Une grosse là, partie, c'est ça, ouais. une grosse partie. Mais il y a aussi les augmentations de salaire qui sont entre 2 et 2,5 par année d'augmentation de salaire. Puis les salaires, c'est quand même 45 du budget. Fait que donc, augmentation des salaires, oui. Évidemment, les matières résiduelles. Dans le fond, cette taxe-là, on aurait dû la payer l'année passée. Oui. Sauf que l'année passée, la Ville a sorti avec les subventions gouvernementales avec, disons, un surplus d'à peu près quoi, 20 millions, mais il y avait quand même 11 millions, c'est-à-dire il y avait 3,5 millions pour le transport et il y avait 7 millions pour les dépenses COVID, liées à la Exact. COVID. Fait qu'il nous restait un surplus de 8,5 millions. Puis les surplus qu'on sort dernièrement, là, que ça va être cette année aussi qu'on va en avoir, c'est dû aux droits de mutation. Parce que les maisons ont augmenté beaucoup de valeur, puis le droit de mutation est sur le prix de vente ou le prix d'achat de la personne qui achète, et non pas sur la valeur municipale. Donc, ça augmente beaucoup. Donc, ça veut dire que c'est une maison qui est évaluée, disons, à 300 000 au municipal, mais à se vend 450. Tu Les payes droits de sur mutation 450. vont être sur 450. C'est ça, sur 450. Donc, vous autres, à la Ville, ça a fait des revenus plus élevés qu'anticipés. Là. Oui, puis il y a eu plus de transactions, des grosses transactions aussi. Parce que c'est pas tout le monde qui savent que, mettons, un petit split, un petit centre d'achat sur le bord séminaire a été vendu, changé de main. Une bâtisse a changé de main aussi. Des constructions aussi. C'est tous des revenus de droits de mutation. Puis on est quand même assez... On peut pas prévoir ça très, très d'avance. Puis on essaye d'être plus conservateur qu'autrement. C'est quoi l'impact de l'inflation sur le budget 2022? Parce que tout le monde voit que notre panier d'épicerie monte, mais c'est pas juste le panier d'épicerie, c'est tout. Oui. On s'achète des matériaux, donc forcément, la Ville, elle aussi, elle achète des trucs. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de dépenses également qui sont liées, disons, à l'inflation? Bien, je pense que ce qui va être le plus lié à l'inflation, c'est quand on va aller en appel d'offres pour des gros projets, là, des infrastructures, des choses comme ça. Là. Ça va avoir un gros impact. Présentement, on n'est pas encore là. Ça va être en 2022 qu'on va voir plus d'impact là-dessus. L'augmentation des matières premières, l'augmentation de la main-d'œuvre. Les salaires ont augmenté quand même assez élevés dans la construction aussi. Ça va paraître parce que, tu sais, on a toujours essayé d'être le plus près de l'inflation possible. Mais cette année, on ne pouvait pas, à 4,7, là, on ne pouvait pas augmenter les taxes de 4,7. Fait qu'on a resté
dans le 2,8 en tenant compte des matières résiduelles. Enlève les matières résiduelles, il reste 1,6, tu sais. Fait que c'est quand même bien ce qu'on a essayé Dans de les faire, circonstances. considérant que les taxes avaient été gelées l'année passée. Cette année, les gens essayent de se maintenir autour de 2, les autres villes. Il y a peut-être quelques villes qui essayent de faire de geler les taxes, mais ils n'ont pas gelé l'année passée. Geler les taxes 2 années de suite, c'est impossible de faire Bien, ça. on pèle par en avant. Ben oui, c'est ça. Et c'est un budget de 184,5 millions. On a des dépenses de 194. Puis il faut qu'on aille piger dans nos surplus d'à peu près 9,5 millions, là, tu sais. Fait que déjà, on n'a pas été chercher tout dans les mains des citoyens. Il faut considérer aussi que la ville de Saint-Jean est plus de 70 agriculture. Tu sais, on ne peut pas se comparer avec Varennes, qui, eux, 80 des taxes proviennent des industries et des commerces. Ici, là, c'est le contraire, c'est 20 qui vient de... Et ça, on l'a souvent dit, le déséquilibre fiscal à Saint-Jean, il vient Oui. surtout de ça. C'est-à-dire que contrairement à d'autres villes, la majorité des revenus viennent de la taxation foncière du résidentiel, alors que ça devrait Oui. être le contraire. Oui, mais à Saint-Jean, à cause de nos C'est ça. terrains agricoles, c'est difficile d'aller chercher ça. Là, Plus que ça. tu sais. Ouais. Puis il y a d'autres villes comme ça. On compare Saint-Hyacinthe, ils n'ont pas gelé les taxes l'année passée. Et puis eux aussi, il faut considérer les agriculteurs. Ils ont été affectés avec les remboursements de taxes du gouvernement du Québec. Fait que, tu sais, il y a des négociations, eux autres, à faire avec eux aussi, là. Parlons de la gestion de la dette, parce que ça, c'est quand même assez intéressant. Oui. Quand on se compare, on se console plus qu'il faut, parce que on regarde à peu près que 12 des dépenses municipales sont allouées au service de la dette, donc Oui. des emprunts, des projets, des infrastructures. Mais quand on se compare, on est quand même pas si pire, parce qu'il y a des villes où le service de la dette va coûter 15, 20, 25 là, du budget. Oui, oui, plus que ça. Même, il y en a plus que ça. Si tu Ouais. regardes Montréal, là, je pense qu'ils sont vraiment très, très endettés. Là-dessus, il y a une gestion très rigoureuse de la gestion de la dette, parce que notre dette est de 204 millions à peu près, là, et notre taux d'intérêt moyen est de 2,55 C'est bas. Tu sais. C'est certain que s'il y a des augmentations d'intérêt, ça va affecter notre budget aussi. Mais pour l'instant, on est quand même assez bien dans le 2,55 Ça n'a jamais été aussi bas, je pense, là, à la Ville de Saint-Jean comme moyenne de taux d'intérêt. Bon. Là, en même temps aussi, les gens, il y a ce qu'on appelle les dettes par secteur, parce qu'on Oui. le voit hein, quand on reçoit notre compte de taxes, taxation foncière, mais dans certains secteurs, évidemment, il y a eu des emprunts au fil du temps, donc faire attention. Mais là, on n'est plus comme à l'époque où on faisait du rattrapage là, avec l'Acadie puis Saint-Athanas. Là, tout le monde maintenant... Il en reste encore Il quelques-uns, en mais reste pas encore, beaucoup, hein? pas beaucoup, pas beaucoup. On ne peut pas considérer qu'il y a des grosses différences à ce moment-là. Parce que ça avait avantagé beaucoup Iberville, oui, quand il y avait des dettes de secteur pendant plusieurs années. Là, tu sais, ça vient d'être presque corrigé dernièrement. Là, fait que... Pour vous, c'est quoi les principaux faits saillants de ce budget-là en 2022? C'est quoi? On a réussi à augmenter les taxes, oui, mais moins que l'inflation? Oui. Parce qu'on anticipe des surplus, dans le fond, c'est un peu ça? Oui, ben oui, avec l'économie qui se passe à Saint-Jean aussi, on essaie de faire de la relance économique pour les compagnies. On investit dans ça aussi. On a des subventions. On voit que l'économie reprend aussi. Le gros enjeu présentement à Saint-Jean, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Mais je sais qu'avec M. Lemieux, on va être capable d'essayer de travailler ça pour attirer le plus de monde possible à Saint-Jean, là. Je sais qu'il y a un point d'interrogation là, qui est apparu, je pense que c'est Mme Bouchard elle-même qui le disait, puis c'est difficile de le prévoir, c'est le transport en commun. Parce que là, on a encore l'autobus 96 qui fait le lien, mais là, le REM va finir par être en fonction. Ça va être quoi la suite? Ça va coûter combien? Combien de gens vont utiliser ce service-là? C'est des services hautement subventionnés. Oui. On disait, je pense, au meilleur, on avait quoi? 14 000 personnes qui utilisaient le transport en commun. Ça, c'était avant la COVID. Oui, oui. Puis là, il y a le en phénomène du beaucoup moins. télétravail là-dedans. là. Oui, il y en a beaucoup moins de 14 000 maintenant. On a une grosse perte là-dessus, là. La perte d'achalandage du... Ce qui amène une du perte de transport. revenus. Oui, oui. Oui, bien, c'est-à-dire, on n'a jamais partie, fait là, d'argent ouais. là-dessus, là, mais là, la perte va être encore plus grande, là. C'est pour ça que le gouvernement, l'année passée, nous avait donné 3,5 millions sur deux ans, je pense, 3 ans. Mais, tu sais, ça va être plus que ça, là. comprends. Puis c'est vrai que le REM, on ne sait pas, c'est un inconnu. Est-ce que les gens vont prendre l'autobus encore à Saint-Jean? Ils vont vouloir peut-être avoir une baisse de tarifs parce qu'ils ne se rendent pas jusqu'à C'est clair. Montréal. Puis, il y a des gens, ils vont vouloir peut-être prendre leur auto. Mais moi, aux dernières nouvelles, 3200 places au 10-30, là, il n'y aura jamais assez de places de stationnement pour
pour Saint-Jean et tout ce qui va jusqu'à Granby, genre. Fait que je ne sais pas comment ça va s'organiser. Ça, c'est une inconnue. C'est des inconnus. Je pose des questions régulièrement, mais personne ne sait rien. Puis en terminant, parce que ça aussi, vous l'avez séparé il y a plusieurs années, là, on a adopté le budget, Oui. mais on n'a pas adopté le plan triennal d'immobilisation, le fameux PTI. Là, Oui. on le fait au printemps, je pense, maintenant. On le décale. On l'a adopté au mois d'août Ouais, au l'année mois passée, d'août, en 2021. C'est ça. On essaie de le décaler parce que plus vite qu'on va en appel d'offres, plus vite qu'on adopte le PTI, plus vite qu'on va en appel d'offres, mieux qu'on a de chances d'avoir des meilleurs taux. C'est pour ça qu'on le fait maintenant en milieu d'année. Puis faire le PTI en même temps que le budget, c'est un gros, gros travail pour nos fonctionnaires, pour les conseillers aussi. Surtout avec un nouveau conseil. Là. C'est ça, un nouveau conseil. Les gens ont de la misère, là, tu sais, on vient juste d'être élus, là. Faut qu'ils se mettent dans le bateau, là. Oui, puis dresser sa liste d'épicerie pour les besoins. Il y a plus de besoins qu'il y a d'argent disponible. Oui, Il effectivement. faut faire des choix, c'est ça? C'est ça, effectivement. Claire Charbonneau, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Latour. Restez avec nous, on revient avec le mot de la fin. Parlons de la collecte des ordures, le recyclage, le compostage également. Si vous avez besoin de conseils, surtout durant l'hiver, comment placer un peu les bacs et tout ça, allez faire un tour sur le site Internet de Compo, mais aussi pour voir la mise à jour du calendrier des collectes pour 2022. Donc, compo.qc.ca. N'oubliez pas, le dimanche matin, 9h30, en direct, c'est le Télébingo. Plusieurs milliers de dollars en prix, 30 dépositaires pour acheter vos livrets. Pour avoir la liste des détaillants, allez tout simplement sur tvhr9.com. À demain.